14 moins 9. 8 moins 3. 60 plus 10 égale 70. Aujourd'hui, c'est mathématiques. Mais sur les tables, il n'y a que des jeux. Nous sommes en CE1, en milieu rural, et la maîtresse utilise les jeux comme support d'apprentissage depuis 6 ans. Alors, 70 plus 5. 75. 75. Qui a la carte 75 ? Si vous faites une demi-heure des additions sur une feuille, vous en faites quelques-unes, puis au bout d'un moment, vous lâchez un peu prise. Là, comme il y a la stimulation du jeu, finalement, ils en font autant. Voire peut-être même plus parce qu'ils font les leurs, mais ils font aussi celles de leurs camarades parce qu'ils ont envie de les contrôler, etc. Et pendant que la maîtresse travaille sur la centaine avec certains élèves, les autres jouent en autonomie. 13 moins 9. Tu t'amuses, mais tu te rends compte pas que tu fais du travail. On adore jouer, nous, alors c'est bien pour apprendre en même temps. Et quand tu te trompes, c'est grave ou pas? Non. C'est pas grave quand on joue? Parce que t'apprends quand tu te trompes. Memory, loto, jeu de plateau, tout est bon pour apprendre les mathématiques. Et comme le facteur chance entre en compte, celui qui a perdu n'est pas forcément le moins bon en calcul. 60 plus 5, 65. En 2016, un rapport révélait que les petits écoliers français de CM1 étaient les pires de l'Union européenne en mathématiques. Des propositions ont donc été faites pour les réconcilier avec la discipline. Dans le plan Villani-Torossian, en effet, mettre le jeu ou la manipulation au cœur des mathématiques, c'est essentiel parce que le jeu, en soi, c'est une forme de résolution de problèmes où l'élève va vraiment développer des stratégies de calcul notamment. Donc voilà, la manipuler, verbaliser, mémoriser, tout ça, c'est vraiment des compétences qui sont à développer dans le domaine mathématique. Nous sommes cette fois-ci à Bolbec, en réseau d'éducation prioritaire, dans un CP dédoublé. Mime un enfant qui joue de la guitare. Et cette fois-ci, le jeu est un support à la pratique de la lecture. Il faut répondre à une question et lire. Et il y a plein de questions différentes. Qui fait rigoler. Et on s'ennuie pas. Là encore, le jeu est perçu par l'enfant comme une activité choisie et non contrainte. Une approche idéale, notamment pour les enfants fâchés avec l'école. Ils entrent beaucoup plus facilement dans l'activité parce que justement, il n'y a pas cette contrainte d'être, par exemple, tout seul bloqué sur une feuille, à remplir, par exemple, un questionnaire ou des choses comme ça. Le fait d'entrer dans le jeu, en fait, tous les enfants aiment le jeu. Donc ils rentrent tous, en fait, même ceux qui manquent de confiance ou ceux qui sont réticents face aux apprentissages. Le jeu est surtout utilisé pour réinvestir les apprentissages traditionnels de l'école. Au Danemark, il est prévu dans les textes de loi. En France, il reste des résistances. En formation continue, on essaye d'amener les enseignants à réfléchir sur la place du jeu à l'école et surtout leur montrer les bienfaits du jeu. Parce qu'on a aussi souvent peur que si on se met en atelier, en jeu, il va y avoir du bruit, de ne pas finir le programme. Enfin, il y a des craintes qui sont réelles derrière tout ça. Et c'est aussi notre travail de les accompagner et de leur montrer qu'on peut faire autrement et que ça va aider les apprentissages des élèves. Si le jeu acquiert ses lettres de noblesse au sein des sciences éducatives, c'est qu'il motive l'enfant, le rend actif en classe, démocratise le rapport au savoir et facilite la socialisation.